Mesdames, Messieurs, heureux de vous retrouver sur votre émission Nopiden. La joie est au rendez-vous et l'allégresse ne manquera pas non plus. Bon réveil à chacun et à tous. Mesdames, Messieurs, bonjour. Madame Danonde, bonjour. Monsieur Sochoum, bonjour. Bonne journée dominicale à vous. Merci, Madame Danonde. Pareil à vous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonjour également à vous et je vous souhaite aussi, comme à Alain, une excellente journée dominicale. Journée dominicale que nous démarrons au boulot tranquillement pour vous servir. Pourquoi ça. pas? On n'a pas le choix. Allez, mesdames, messieurs, votre émission va respecter les rubriques traditionnelles. Et ce matin, dans le plat de résistance, nous allons parler d'un phénomène malheureux qui continue d'avoir cours dans notre pays. Malheureusement. Malheureux, n'est-ce pas? Malheureux, très malheureux. On va en parler, mesdames, messieurs. On va pas... Enfin, on n'est pas là pour gâcher votre début de journée, mais puisque vous savez si bien participer au débat avec nous, nous allons parler ce matin. On garde le suspense et on démarre tout de suite par les merveilles du Bénin. Partie de baignade dans les chutes de Kota vous fera certainement et énormément de bien, surtout par ces temps de chaleur dans le pays. Et oui, il faut penser y faire un tour, hein, Madame Danonde. Maintenant, est-ce qu'il fait si chaud dans le nord Bénin, dans la Takora? Non, ça commence, hein, ça commence pas à faire chaud. Ouais, c'est vrai que depuis, disons, il y a environ 2-3 semaines en arrière, il y avait le froid, mais là, ça commence pas... enfin. Donc là, c'est une opportunité, hein, se baigner et puis découvrir la nature. Tranquillement, ça c'est clair. C'est vrai que les nouvelles de ces derniers jours ne rassurent pas vraiment, mais je pense que les autorités à divers niveaux, le gouvernement principalement, fait des efforts, fait ce qui doit être fait pour que la sécurité revienne totalement dans le pays. Et surtout dans le nord du pays. C'est très important. Allez, mesdames, messieurs, nous sommes heureux de vous offrir l'espace humour que voici. Je te dis d'approcher. Qu'est-ce qui arrive? Assieds-toi ici. Oh. Ouais, où sont les documents que je vous ai demandé de signer hier soir? Fermez la porte, s'il vous plaît. Fermez. C'est moi. Voici les documents. Merci. Vous avez demandé les documents, ils sont là. Maintenant, c'est quoi le problème si je veux prendre ta main? Monsieur, c'est du harcèlement ce que vous faites. Hein. Je suis désolée, Quel harcèlement? Tu as quel âge depuis que tu parles? Est-ce que tu aimes ton travail ici? Dis-moi. Oui, j'aime ce que je fais, j'aime mes missions. Et tu aimerais que ça continue? Bien sûr. Et pourquoi tu continues de faire la maline avec moi? Tu es là, on ne peut pas te toucher, on ne peut rien faire. Essaye de me donner des documents, tu fais comme ça. C'est quoi ton problème? Monsieur, s'il vous plaît, je vous prie de rester dans le cadre professionnel. Maintenant, récupère le dossier. Et tu me le retends. Tout de suite! Approche. Approche! Je te dis d'approcher. Qu'est-ce qui arrive? Assieds-toi ici. Oh. Monsieur, arrêtez. Oh. Pourquoi tu es comme ça? Qui vient de sortir? Revenez ici. Les enfants n'ont plus d'éducation. Oui. C'est quoi? Maman, qu'est-ce que tu fais là? J'ai traîné dans le coin et puis j'ai vu ton plat préféré. Je suis venue te donner, c'est ta pause, non? Oui, maman, c'est vrai. C'est quoi? Pourquoi tu es comme ça? Mademoiselle Bria, je vais te revenir ici, tout de suite. J'ai dit, c'est ton patron qui crie comme ça. Il crie sur qui? Viens ici. Il est où la chef qui crie sur mon enfant? Regarde comment il est filet. Tu cries sur mon enfant, pourquoi? Camille? On dira. Camille!
Donc, ça fait 25 ans, tu m'as abandonné, tu ne me cherches même pas. Tu m'abandonnes enceinte. Donc tu vis. Voilà l'enfant là. L'enfant qui était dans mon ventre. Maman, c'est qui lui? C'est ton géniteur. Mon papa? C'est lui là qui a fui. C'est ma fille. Après la partie humour, vous savez très bien que la musique ne manque jamais dans cette émission. Ce matin, nous aurons le plaisir et le privilège de recevoir un baobab de la musique. Un baobab, oui, un baobab. N'est-ce pas? On n'en trouve pas souvent. On n'en trouve pas souvent. Ah, c'est vrai que le baobab ne pousse pas n'importe où et n'importe comment. Hein? Et quand on parle de celui-là, il ne pousse pas partout. Allez, mesdames, messieurs, on vous laisse découvrir. C'est à travers le clip du jour.
Très incorrect. Sagoran Danialou, le grand baobab, qui dénonçait donc un certain nombre de comportements que certaines personnes ont. Malheureusement, vous venez dans la maison des gens, on vous invite à 16h et à 10h, vous êtes déjà sur place. Non seulement vous venez très tôt, mais vous mettez vos pieds sur le guéridon de l'autre. Il est terrible, quoi. Franchement. Non, mais sérieux. Il dit, ben, écoutez, on vous invite, les repas sont servis sur la table, personne ne vous a dit ça y est, on passe à table. Vous mettez à manger tout. Non, papa et maman ne t'ont pas éduqué ainsi. Vraiment. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Qu'est-ce que tu fais comme ça, hein? Tu vas faire en sorte qu'on va injurer papa et maman alors qu'ils ont fait leur devoir, celui de t'éduquer normalement. Allez, mesdames, messieurs, c'était là le titre très incorrect de Sagoran et parlant justement de ce qui est, est-ce que nous allons dire incorrect dans la société? C'est pratiquement un crime. C'est vraiment un crime, sinon c'est incorrect. Oui, c'est un crime qui a lieu dans notre pays. On va en parler juste après le jingle. Il ne se passe plus de jours, de semaines et de mois où l'on entende parler de viol sur mineurs. Mesdames, Messieurs, le phénomène connaît une recrudescence inexplicable dans notre pays. On se lève un matin et on apprend qu'un vieillard, qu'un adulte accompli a jeté son dévolu sur une mineure. La chose va de mal en pire au point où on entend parfois que c'est quelqu'un qui va, je dirais, agresser un enfant, un garçon. Notre société est-elle en perte des valeurs qui nous caractérisent? Qu'est-ce qui nous arrive dans ce pays? Qu'est-ce qui se produit dans la tête de ces personnes pour qu'elles arrivent à ce type d'agression? Comment allons-nous faire pour éviter ces genres de crimes dans la société? Quels outils, quels leviers pouvons-nous mettre à la disposition des pouvoirs publics afin qu'ils prennent davantage leur responsabilité? Que dit la loi face à ces violences, face à ces viols répétés sur mineurs dans notre société? Voilà ce dont nous allons parler ce matin et nos invités sont déjà en studio parce qu'ils ont répondu à notre appel. Effectivement, nous avons Julio Tometti, juriste. Il a répondu à notre appel. Monsieur Tometti, bonjour. Bonjour madame et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent ce beau matin. Nous avons également Innocentia Gedegbe, activiste des droits des enfants et des femmes. Merci d'être là aussi. Bonjour. Merci beaucoup. Bonjour madame la journaliste. Bonjour monsieur le journaliste. Bonjour madame. Merci d'avoir répondu à notre appel. Et au téléphone, Alain, nous aurons une psychologue pour étudier un peu avec elle la psychologie de ces violeurs-là, de ces jeunes ou adultes, ou je dirais carrément de ces violeurs, tout court. Comment peut-on les reconnaître? À quoi peut-on les comparer? Nous aurons au téléphone Bertille Podorou Klotoé. Elle est déjà avec nous. Madame Klotoé, bonjour. Bonjour le plateau. Merci d'être avec nous. Oui, bien, désolée de ne pas pouvoir le plateau en direct avec vous. Ce n'est pas grave. C'est la conception aussi qui le permet. Merci beaucoup. Alors, Alain, voilà. Merci. Madame Klotoé, oui. Nous allons commencer avec vous. C'est vrai que l'on n'écrit pas violeur au front de ces personnes qui, malheureusement, s'adonnent à ces crimes. Mais vous qui êtes psychologue, à quoi
à quelle attitude, quelles sont ces manières, quels sont ces faits et gestes qui pourraient mettre la puce à l'oreille des parents ou bien de toute autre personne face à ces genres de personnes-là? Merci, je vous remercie pour la question. C'est tout comme si vous me demandez de mettre une carte d'identité pour un violeur, ce qui ne serait pas possible. Je ne pense pas qu'il y ait réellement un profil type pour le violeur. C'est malheureusement ce à quoi nous nous attendons généralement et c'est ça qui fait même la dangerosité de la personne. Vous voyez, un violeur, c'est quelqu'un comme vous, c'est quelqu'un comme moi. Bon, à part des profils... Madame Clotoué? Oui. Est-ce que vous pourrez parler un peu plus fort ou bien c'est Amel Rouedanou qui doit pouvoir nous aider à mieux avoir le retour? Ah, mais je pense que je parle suffisamment fort quand même d'ici. Hein? D'accord, merci. Donc, demandez à M. Amel alors de vous aider, c'est bon? Ça marche. Ok, je disais tout à l'heure que nous ne pouvons pas dire qu'il y ait un profil type pour le violeur. On ne peut pas, parce que c'est toujours des gens de notre entourage. Ce n'est pas quelqu'un qui puisse avoir un comportement tout le temps, qui puisse vous mettre la puce à l'oreille. Et c'est ça justement qui fait même la dangerosité du phénomène. Oui. Quelqu'un en qui vous avez confiance, à qui vous confiez parfois votre enfant, peut se révéler du jour au lendemain et un potentiel danger pour cet enfant. Donc, on ne peut pas dire, ne pouvons pas dire que nous allons situer forcément les violeurs dans un profil qui puisse alerter tout le monde. Non. Ceci étant, Madame Clotoué, oui. La question qui revient généralement est de savoir, mais comment une personne normale peut s'adonner à un tel acte? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un violeur pour qu'il agresse une mineure ou un mineur? Bon, nous allons mettre peut-être votre adjectif normal là entre griffes. Entre griffes, oui. Oui, parce que, vous savez, chaque être a des pulsions. Et lorsque vous n'arrivez pas à contrôler vos pulsions, on peut déjà dire que vous avez des troubles, vous souffrez forcément d'un problème de comportement. Vous comprenez? Donc, un violeur, il a déjà un trouble de comportement. D'accord? Donc, dire que le violeur est tout de suite est classé parmi ce que nous appelons peut-être les hommes normaux, je dirais, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Un homme normal saurait tout de même contrôler ses désirs sexuels et s'adapter également aux normes de la société. Un violeur, déjà, il va déjà en marge par rapport aux exigences de la loi, il se met déjà en marge par rapport aux normes sociales, aux valeurs sociales, aux mœurs également. Donc, forcément, il a un déséquilibre. Merci, Madame Clotoué. Il faudra peut-être l'aider. D'accord. Vous continuez de garder la ligne. Puisque vous avez évoqué le sujet de droit et de loi, nous avons un juriste sur ce plateau. Monsieur Tometti, que dit la loi face à un violeur? D'abord, il faut d'abord s'imaginer c'est quoi le viol, d'accord, dans sa phase étendue et pour le rapprocher plus spécifiquement du mineur. Le viol, selon notre code pénal, est repris par la dernière loi sur la protection des infractions commises en raison du genre, définit le viol comme tout acte de pénétration anale, vaginale, anale ou buccale, d'accord, contre la volonté de la personne pénétrée. Et la loi précise encore qu'en termes de volonté, il faut y exclure en fait tout mineur âgé de moins de 16 ans pour dire que
des mineurs âgés de 16 ans ne peuvent pas avoir de la volonté, ne peuvent pas exprimer une volonté libre et consentante. À partir de ce moment-là, tout acte de pénétration commis sur une personne de moins de 16 ans est considéré comme un viol sur un mineur. Le viol est déjà réprimé par, la loi l'a élevé au rang des crimes, donc les infractions à raison de 5 ans à 10 ans. Maintenant, quand il s'agit sur le mineur, ça va de 10 ans à 15 ans. La récidive encourt la perpétuité, donc ça veut dire qu'on peut être condamné à perpétuité pour avoir commis un acte de viol, notamment sur un mineur. Ce qui est encore plus grave que les dispositions législatives ont précisé, c'est que lorsque le viol est commis sur un enfant de moins de 13 ans, c'est encore plus grave parce qu'en fait, en termes d'âge, la loi a serré. Entre 13 ans et 13 ans et plus, c'est, le viol sur mineur de manière générale. Moins de 13 ans, c'est encore plus grave, c'est directement la perpétuité. Donc vous encourez une peine qui est minimum de 20 ans. Minimum de 20 ans lorsque le viol est pratiqué sur un mineur de moins de 13 ans. Donc la loi a voulu quelque peu, comme elle a bien dit même, protéger la femme d'une manière générale, l'enfant et le mineur en particulier, compte de ces actes, qu'on peut dire antisociaux, mais carrément, comme le disait Madame tout à l'heure, qu'on ne peut pas qualifier de normal au regard de leurs auteurs. D'accord. Avant d'en venir à l'effectivité de l'application de cette loi au niveau des activistes, selon vous, est-ce que, si je vous comprends, avant 15 ans ou avant 16 ans, on ne peut plus parler de consentement, on ne peut plus mettre sur le tapis la petite est consentante ou pas? Tout acte sexuel avec quelqu'un qui a moins de 16 ans est un viol. Un viol. Quelle que soit, la personne peut l'avoir même écrit. Donc le consentement en matière de mineurs de moins de 16 ans ne peut pas être requis. Donc c'est à supposer que ces personnes-là n'ont pas la capacité nécessaire de donner leur consentement pour un acte sexuel. Donc quoi que l'on dise, tout acte sexuel avec quelqu'un, un enfant de moins de 16 ans, est un viol. Tout simplement. Mais est-ce que vous avez déjà eu à échanger avec ces violeurs-là? Que vous disent-ils? Qu'est-ce qui les conduit? Est-ce qu'il y a des facteurs, on peut parler de facteurs de risque? Est-ce que ce sont ces filles-là qui les intimident? Ou je ne sais pas, on veut bien comprendre les raisons qu'ils évoquent souvent. Vous savez, il y en a, comme on se plaît à dire un peu dans notre environnement, qui le font sciemment, qui ne cherchent même pas à savoir et qui se demandent même des fois, ils vous disent, bon, si moi je vois peut-être une jeune fille, est-ce que j'aurai le temps d'aller demander son âge ou bien même plus précisément de me présenter sa carte d'identité? Le phénomène que les gens, parce qu'en fait, vous savez, ceux qui tentent de justifier la chose trouvent tous les faits sociaux, trouvent dans les faits sociaux les éléments de justification. Le phénomène que les gens disent, par exemple, Djogo Djogo. Djogo Djogo, pour dire, voilà une fille peut-être... Pour reprendre le thème de la chanson du célèbre groupe H2O. H2O. Pour dire, bon, une fille peut-être peut avoir 14 ans, mais avoir la corpulence de quelqu'un qui en a déjà 18 ou 20. Et donc, est-ce qu'on serait amené à aller demander peut-être son acte de naissance ou bien une pièce d'état civil pour s'assurer de son âge? De sorte que, en fait, ceux-là se prennent pour dire, bon, quand vous présentez un certain nombre de physique, c'est comme si c'était un laissez-passer. Donc, on ne peut pas tenir compte de la morphologie, du moins de quelqu'un, pour lui donner un âge, de sorte que, en fait, mais pour des hommes, je veux parler en ces termes, pour des hommes normaux, d'accord, ce n'est pas que la morphologie de la personne. Ouais. Le physique, quand vous voyez dans les yeux de quelqu'un, quand vous voyez son raisonnement, vous aussi, si vous n'êtes pas tenté, si vous n'êtes pas, excusez-moi de le dire, si vous n'avez pas des gènes de pédophilie, d'accord, à partir d'un certain âge, vous pouvez reconnaître que vraiment, franchement, celle-ci est un peu trop petite pour moi, pour entretenir des relations sexuelles. De sorte que, en fait, il faut, comment dire, toutes les législations successives de 2006 jusque récemment en 2021 ont tout fait pour baliser, en fait, ces arguments que les potentiels violeurs peuvent utiliser pour vouloir se soustraire de l'application de la loi. Les différentes législations ont tout fait pour les baliser, pour
comment dire, muer ces arguments-là, comment dire, en des faits qui ne peuvent pas être prononcés ou bien, comment dire, comme un argument de défense lorsqu'on se retrouverait dans les liens de cette infraction-là. Donc, il y a à demander simplement pour ne pas être tassé de pédophile ou bien de violeur, de faire très attention parce que, en fait, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent prédisposer, de l'âge d'un mineur. On va revenir sur les facteurs. Mais avant, Madame, je me retrouve dans mes notes, Madame Guédégbé, sur le plateau. Madame Guédégbé, vous qui avez fait de ce combat le vôtre, généralement, quand vous rencontrez les victimes de viol, quelles sont les séquelles qui les caractérisent? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Avant de répondre à votre question, je voudrais que nous rendons hommage à un grand homme responsable d'ONG qui s'occupe de cette thématique depuis des années, qui vient de nous quitter. C'est vraiment monsieur Romuald Divoissou, qui est le directeur exécutif de l'ONG Autre Vie. Il a fait de ça son combat. Voilà. Son combat. Merci beaucoup. Pour revenir à votre réponse, effectivement, nous rencontrons des violeurs. Et quand nous rencontrons les violeurs, quand ils sont déjà dans un état de violeur, ils sont dans un état de mea culpa. Ça veut dire que quand ils ont l'envie sexuelle, ils ne savent pas ce qui se passe, ils ne contrôlent rien, ils commettent l'acte. Et c'est après avoir commis l'acte maintenant qu'ils s'agissent. Et c'est en ce moment qu'ils voient, je suis dans l'erreur, je suis tombé sur le coup de la loi, je dois être puni, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà comment on les constate. Mais nous avons constaté qu'on n'a jamais tenu compte de leur état mental. L'état mental du violeur, généralement, on ne tient pas compte de ça. On tient compte de l'acte qu'il a commis. Et on tient à le punir spécifiquement pour cet acte. Effectivement, ce n'est pas bon. C'est une prolifération ces temps-ci parce que nous avons 1114 cas au niveau de 2018 à 2021. Oui. 1114 cas sur le plan national et nous avons 26 cas uniquement dans la commune d'Abomey-Calavi. Oui. Mais pourquoi une telle recrudescence? Non, peut-être c'est dans tous les autres départements. Peut-être que les activistes qui sont dans ces départements ne font pas tellement le travail que font ceux de Abomey-Calavi. Parce que Abomey-Calavi constate, il prend assistance, il fait toutes les assistances juridiques, sanitaires. Et on a même eu, je crois, en 2020 ou 2020, l'année dernière, la ministre de la Famille qui était à Abomey-Calavi sur ce sujet-là précisément. Donc, assistance juridique, ils accompagnent. Okay. Donc, tout ça là, c'est noté. Et c'est sur le site de Sidofé. Le site de Sidofé, c'est un site qui est créé par le ministère de la Famille. Okay. Et quand c'est reconnu sur ce site, vraiment, on a les chiffres palpables et les chiffres fiables. Si ce n'est pas sur les autres fiches, autres sites, donc ce n'est pas la même chose. Mais voilà. Moi, je reviens toujours à ma question. Qu'est-ce qui peut expliquer? Parce qu'il y a, je dirais, peut-être une vingtaine d'années, à notre époque, peut-être, on ne notait pas, on n'enregistrait pas autant de cas de viol. Pourquoi la chose est devenue, à la limite... Voilà, vous avez entièrement raison. Avant, ce n'était pas la même population. Et il n'y avait pas de loi qui protégeait les enfants et les femmes. Donc, quand ça se passe dans un ménage, dans une famille, les gens ont honte. Et on gère en famille. Et on gère en famille. On préfère parler de ça. On dit le lait, ça, on ne voudrait pas mettre la honte. Et les parents même ont honte. Ils ont honte d'en parler. Le fait de préserver l'avenir de l'enfant, ainsi de suite, ils ont honte d'en parler. Voilà. Mais actuellement, comme il y a tous les systèmes de dénonciation, il y a les lignes vertes, il y a tout, donc les dénonciations se font. Madame Guédégbé, je ne vous arrête pas. Tout à l'heure, vous avez dit que les pouvoirs publics semblent punir l'acte commis par le violeur en ne tenant pas compte de son état mental. Mais qu'est-ce qui explique alors les récidives au niveau de ces violeurs? Les récidives, c'est toujours ce que nous sommes en train de dire. Je suis toujours dans la même ligne. C'est ce que je dis. Si la personne est normale et il a commis l'acte et on le punit, est-ce qu'il va récidiver? Normalement, non. Là, je ne la défends pas. On a au moins, monsieur, le juriste qui dit la récidive est punie. Parce que le viol, c'est directement
la prison. Il n'y a pas d'affaire de passer par le commissariat, ainsi de suite. Si tu violes un mineur, c'est la prison directement. D'accord. Il n'y a pas d'intermédiaire. D'accord. La semaine, le mois passé, par exemple, en janvier, moi, dans mon quartier, il y a un homme de 3 ans qui a volé une fille de 4 ans. C'est dans la volé ou violé? Violé. C'est pas vrai. C'est dans l'avant de la SBE ou l'Onguédé. Il a eu la vie sauve parce que la police républicaine était en train de faire la ronde dans les quartiers. Qui est tombé sur le coup et qui l'a sauvé. Sinon, il était entre les mains des jeunes du quartier qui voulaient finir avec lui. C'est sur les sites. Si on disait à raison, les hommes de droit, comme vous diront qu'on a mal parlé. Ah ben oui, la vérité populaire est interdite dans notre pays, c'est clair. Mais la dame qui se couche dehors avec ses enfants, une voix me dit, est-ce que tu as vu tel enfant? Elle se lève, effectivement, elle ne voit pas l'enfant. Parmi les autres, elle a commencé par chercher, elle s'est recouchée. On dit, mais je te parle de ton enfant, c'est son fait, hein? Je te parle de ton enfant, elle se lève, elle rentre dans son couloir, elle voit le type sur sa fille et la fille était en sang. Aïe, aïe, aïe. Boucler la bouche de la fille et il était en acte sexuel. Je voudrais, Madame Clotoé, quand même qu'on revienne... Celui-là, est-ce qu'il est normal? Voilà, qu'on revienne sur l'état mental. C'est 4 ans. Pour moi, vous avez été assez général, généraliste sur la question quand Alain vous la posait. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer le fait que l'état mental de ces violeurs-là ne soit pas pris en compte? Madame l'activiste a évoqué cela tantôt. Est-ce que leur état mental est aussi normal que tous les hommes normaux, entre griffes? Je comprends la question. Mais je dis déjà, lorsque Madame Gadegbe vient de nous parler d'un jeune homme de 33 ans. Oui. Qui pour lui-même était en plein débat avec un enfant de 4 ans. Bien sûr. Comprenez déjà que celui-là ne répond pas aux mêmes aspirations que ceux que nous appelons des hommes normaux. Vous comprenez? Forcément, il y a un déséquilibre, il y a un trouble du comportement sexuel chez lui. C'est un pédophile. Vous comprenez? Donc, tant qu'il n'est pas encore passé à l'acte sexuel, nous pouvons toujours le classer peut-être de pédophile. Il peut avoir cette tendance-là en lui et ne pas forcément l'exprimer. Mais déjà, lorsqu'il arrive à l'exprimer, il passe dans un truc là d'agresseur. Vous comprenez? Donc, celui-là a forcément un déséquilibre. Et il est question maintenant de lui venir en aide. Maintenant, c'est de savoir, est-ce que l'intéressé lui-même se reconnaît comme il y a un problème? Est-ce qu'il formule lui-même sa demande? Il arrive à mettre des mots sur ce trouble qu'il a. Oui, mais Madame Clotoé, oui. Mais c'est bien beau de se poser toute cette question, mais celui-là qui n'est pas normal et qui vient donc de devenir par la même occasion un criminel, quelle aide peut-on lui apporter si la loi est déjà là pour frapper? Puisque les parents de la victime ont besoin forcément que justice soit faite. Mais je suis d'accord avec vous. Mais si justice doit être faite sans qu'il y ait une correction réelle, un impact réel sur la population en général, ça n'aura pas de sens. Il ne suffit pas d'aller enfermer la personne parce qu'il a enfreint aux normes sociales. Cela peut justifier les récidives. Non, cela peut justifier les récidives. Et il faut penser à une correction du comportement chez celui-là. Mais je voudrais quand même vous demander, Madame la psychologue, qu'est-ce qui peut conduire, est-ce qu'on est pédophile ou on est violeur? Qu'est-ce qui peut en être la base réelle? Quels sont les facteurs qui amènent ces personnes-là à ces actes? Ok, il y a plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs au nombre desquels nous pouvons citer une insatisfaction même au niveau du violeur lui-même. Vous comprenez? Une insatisfaction
Peut-être que lui ne trouve que son plaisir que dans ça. Alors, mais là, comment peut-il trouver son plaisir dans ça? Dans un crime. Laissez-moi finir. Allez-y, Madame Clotoué. Oui, mais ça peut être que lui-même, il en a été victime étant enfant. Vous comprenez? Aussi chez les humains, nous avons également des stades de développement pour tout le monde. Et généralement, nous avons des stades oraux, des stades anal, oedipiens, et ainsi de suite. Et il y a quelque chose que nous appelons dans notre langage les fixations. Des fixations, c'est-à-dire que le sujet n'arrive pas à atteindre une maturité à un stade donné. Oui. À un stade, donné. À un stade Donc, donné, oui. une fixation au stade oedipien peut entraîner cet état de cause. Vous comprenez? Maintenant, il y a la recherche de la domination aussi chez ces individus-là. Ils ont un problème d'affirmation de soi. Vous comprenez? Et donc, ce n'est pas forcément le plaisir sexuel qui est leur visée. Vous comprenez? Ça, ce n'est que le moyen d'asservissement, c'est le moyen d'humiliation. C'est comme si c'est le coup de grâce qu'on donne à la victime qu'on assujettit. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas la recherche de la satisfaction personnelle, de la satisfaction sexuelle. Et c'est vrai qu'un mauvais contrôle aussi des pulsions sexuelles et peut-être l'existence également d'une structure que nous appelons une structure perverse chez la personne peut entraîner tout ce dont nous parlons là maintenant sur le plateau. D'accord. Madame Clotoué, vous continuez de garder la ligne. Monsieur Tometti, dites-nous, en tant que juriste, la loi prévoit de punir ces genres de comportements. Mais au-delà des lois, quelle solution peut-on proposer au pouvoir public pour prévenir et, disons, stopper ces crimes qui ont cours de plus en plus dans la société? Oui, ce que les pouvoirs publics peuvent faire le mieux, c'est ce qu'ils font déjà en matière de loi. D'accord, mais les lois ne règlent pas tous les problèmes de société. Il y a un ensemble d'autres éléments qu'il faut accompagner, notamment en termes de prévention. Et en termes de prévention, la meilleure arme ici, en l'espèce, c'est l'éducation et la sensibilisation. Généralement, vous savez, les crimes de viol commis sur les mineurs, notamment de moins de 13 ans, arrivent pour la plupart du temps avec l'inattention des parents, en fait, ou le fait de laisser l'enfant, d'accord, à la portée ou à la disposition d'autres personnes en qui on n'a pas, peut-être généralement, on n'a aucun soupçon de ce qu'il peut commettre. Même la famille. La famille. Donc, de sorte que généralement même, pour les premiers cas, c'est généralement ceux qui sont même les plus proches. Ceux qui sont les plus proches. Des gens à qui on a confiance. Que vous arrêtez vos propos, quitte à reprendre après, parce qu'Alain, l'élément qu'on a quand même à suivre, c'est le cousin qui viole la cousine. Justement, Madame, Monsieur, comme Rose l'a dit, sujet très sensible. Nous ne faisons pas des affabulations, ce n'est pas de la fiction. Suivez vous-même. À l'ombre de cet arbre se reposent une mère, sa fille et son petit-fils. Difficile de passer sans les remarquer sous ce chaud soleil chargé d'harmattan. Rapprochés de ces personnages qui, au premier regard, semblent porter tout le poids du monde sur leurs épaules, la mère nous confie en pleurs la mésaventure de sa fille. Sa fille, que nous décidons d'appeler dans ce reportage Adjoa. Tout commence le jour où Adjoa rejoint la famille de sa mère pour y continuer les études. Sa mère, n'ayant pas les moyens de subvenir aux besoins financiers que nécessitent ses études.
Adjoa, un soir, sera victime de viol de la part de son cousin de 22 ans. Adjoa, elle, n'en a que 14. Adjoa, raconte-nous ce qui s'est passé. Une nuit, il m'a demandé de me coucher de force et qu'il allait me frapper si je refusais. Il m'a ensuite poussé par terre et s'est jeté sur moi. Il n'y avait que nous deux dans la chambre. Elle devient alors la proie parfaite pour son bourreau. Celui-ci n'hésite pas à se servir chaque soir selon son appétit et son bon vouloir. Les jours passent. La mère d'Adjoa décide d'aller chercher sa fille afin qu'elle passe les vacances scolaires à ses côtés. Surprise, elle retrouve sa petite Adjoa chétive, trimballant tout le temps une fatigue anormale pour son jeune âge. Après une consultation médicale, maman Adjoa apprend que sa fille est enceinte de 6 mois. Je lui ai demandé qui était l'auteur. Nous nous sommes donc rendus chez ce dernier, accompagnés d'une de mes sœurs. Sur place, j'ai décidé de leur laisser ma fille et de la reprendre seule après son accouchement et ils se sont opposés. Adjoa reste alors avec sa mère et accouche par césarienne. Je me suis retrouvée en pleurs quand j'ai vu le bébé. Mère à 14 ans, envers et contre son gré. Au Bénin, le viol est un acte puni par la loi et passible de lourdes peines de prison. Pourtant, la famille maternelle de Adjoa semble penser être au-dessus de cette loi. Voilà pourquoi, au-delà de cet acte ignoble posé par un des leurs, elle décide de faire épouser Adjoa à son bourreau de gré ou de force. Je refuse que ma fille aille sous le toit d'un homme à cet âge. Ce refus de maman Adjoa va lui coûter cher, très cher. Selon nos dernières informations, elle aurait été battue par sa propre famille. Son crime, protéger son enfant et son petit-fils. À l'heure actuelle, la famille cherche à mettre la main sur Adjoa et son bébé. À l'heure actuelle, une mère cherche à se faire entendre pour que justice soit rendue à sa fille abîmée par des tas de viols et une grossesse trop précoce. Témoignage poignant qui donne la chair de poule. Mesdames, Messieurs, c'était là un élément de notre collègue Rebecca Kenjan-Houndé et ce phénomène a eu lieu malheureusement dans la ville de Calavi. Calavi qui apparemment commence par avoir une mauvaise réputation en la matière. Vraiment une mauvaise réputation. Mais Alain, il faut dire que heureusement, après diffusion sur la télévision nationale du reportage, la police s'est déjà saisie du dossier, et puis le bourreau dont on parle et les personnes concernées sont déjà devant la loi. Et la mère a pu faire fuir la petite, son petit-fils et sa fille pour qu'elle ne soit pas mariée de force. D'accord. Alors, M. Tometi, c'est vous qui aviez la parole, mais face à un cas aussi poignant, qu'est-ce que cela vous inspire? Non, normalement, le premier réflexe, comment dire, en ces matières-là, en termes de solutions, puisqu'en fait, ce sont les pratiques qui ont cours dans nos sociétés. Dans beaucoup de cas, pour voiler ces cas de viol, la pratique recommande que le violeur finisse par épouser, d'accord, sa victime. Parce que, oui, même les parents de la victime trouvaient en cela une meilleure solution parce que une fille à cet âge violée, c'est comme une fille salie. Et donc, dans ce milieu, ce n'est plus certain que celle-ci, trouve encore un homme à son compte parce qu'elle aurait été souillée. Donc, la société, pour camoufler, pour cacher un peu la chose, fait épouser de gré ou de force la victime à son bourreau. Et là commence encore un autre chemin de croix pour la victime qui doit côtoyer son bourreau toute la vie. Et généralement, ces bourreaux-là, même dans le ménage, ne se comportent vraiment pas comme mari et femme. C'est ce que la maman de la fille refuse et les parents même la battent la même. En fait, comme je l'ai dit tantôt,
c'est une pratique qui a cours dans nos sociétés. Et il faut dire aussi que la loi a pensé à tout cela. Si l'infraction de viol est commise en raison parce que c'est la coutume, ainsi de suite, aussi bien l'auteur que tous les complices, c'est-à-dire est considéré comme complice toute personne qui a eu connaissance de l'infraction de l'acte et qui s'est abstenu de dénoncer. Et donc tous encourent la même peine. Mais il faut dire un peu que ici, la loi a allégé un tant soit peu la peine, parce qu'on suppose que ce sont des pratiques, parce que vous savez, la coutume, ce sont des pratiques que nous pensons être la bonne, être vraies conformément à une communauté. Et donc, c'est comme si les gens l'ont fait par ignorance, et donc parce qu'ils sont dans l'ignorance de ce que la loi a prévu autre chose que leur coutume, on allège un peu la peine, mais histoire de donner la leçon, on peut aussi bien l'auteur que toute personne qui a été informée et qui ne l'ayant pas dénoncé. Mais Madame Gedegbe, face à ces cas qui ne font qu'être enregistrés, on se demande si vous-même, vous n'êtes pas découragé de la lutte. Qu'est-ce que vous faites de façon concrète? Parce que ça ne se remarque pas, en fait, vos actions. Ça se remarque très bien. La preuve, c'est à cause de ça, à cause de nos luttes, à cause de nos plaidoyers, qu'on vient de faire sortir beaucoup de lois qui protègent la femme. Pour revenir un peu sur l'élément que nous avons suivi, c'est qu'à font légion. C'est qu'à font légion un peu partout. Nous avons eu un cas au niveau de Azové, où le papa a violé la fille et on oblige le papa à épouser la fille. Oh. Le père de la fille. Oui, parce que c'est une pratique. Vous comprenez? Une pratique où les gens pensent que ma fille ne sera pas honorée là où elle ira. Vous comprenez très bien. Vaudrait mieux que la honte reste au niveau de là où l'acte est commis. Okay. Vous comprenez un peu? Mais tout ceci sans penser à l'état d'âme de la victime. Ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. Alors que nous, on situe ça dans une catégorie de violence. La fille a déjà suivi une violence sexuelle. Une violence sexuelle qu'on tente de réparer. Et maintenant, on la met dans une violence psychologique. Psychologique qui va la traumatiser toute sa vie. Parce que l'acte n'était pas consentant. On l'a violée, on l'a forcée pour la violer. Et la grossesse qui est là, c'est une grossesse qui n'est pas désirée. Vraiment. Pas du tout. Elle a dit... Et on l'a forcée à garder la grossesse. Si elle était seule, si elle n'était pas suivie, peut-être qu'elle allait garder cette grossesse. On l'a obligée à garder la grossesse. Ça fait déjà 2 actes. Et on l'oblige maintenant à épouser son bourreau. C'est traumatisant, franchement. Et on s'attelle vraiment à ça. On revient justement à la question de Madame Danonde. Qu'est-ce que vous faites concrètement? C'est bien de faire des séminaires. Qu'est-ce que vos structures font réellement? Et les sensibilisations sont trop, effectivement. Et il y a des dispositifs qui sont mis en place. Par exemple, nous avons le CIPEN. Le CIPEN qui est le centre intégré de prise en charge des victimes de violences faites aux enfants, par exemple. Il y a ces CIPEN-là qui existent, mais ce n'est pas beaucoup. Ce n'est que dans 3 départements pour le moment. Ça sert à quoi? C'est CIPEN ou CIPEC, là, ça va quoi? Ça a protégé l'enfant. Ça veut dire accueillir d'abord l'enfant victime. Non, mais c'est que l'acte est déjà posé. Comment faire pour prévenir l'acte? C'est ce que moi je veux. Comment faire pour prévenir l'acte? C'est mettre en application les lois. Est-ce que c'est réel? C'est ce que je veux mettre en application les lois. Ce que nous, on est en train de faire, par exemple, le plaidoyer pour mettre en application les lois. D'abord, les sensibilisations pour que les dénonciations de ces cas-là se font dans les communautés, des sensibilisations pour que les gens fassent des suivis dans les sociétés pour que ces actes-là ne soient pas commis. Ça veut dire dans les sociétés, si vous voyez quelque chose, si vous avez l'instinct sur quelque chose, dénoncez en même temps avant que l'acte ne soit commis. Par exemple, vous êtes voisin à quelqu'un dans une maison où vous constatez, dénoncez. C'est déjà des actes qu'on appelle la population à commettre. D'accord. Il faut dénoncer et il y a des lignes vertes qui existent. Avec ces lignes-là, on dénonce. Dans les écoles, par exemple, les sensibilisations qu'on fait dans les écoles, il y a les boîtes de suggestion, il y a tout. Et on organise aussi les enfants. Les enfants, il y a des gouvernances des enfants dans chaque école actuellement. Et si vous constatez que tel enfant est harcelé, dénoncez. Si vous constatez que tel monsieur commet tel acte, tel enseignant, tel éducateur, dénoncez. Si bien que ça
ça a commencé. Mais finalement, les femmes vont se dire, mais faire une fille aujourd'hui, c'est tout un problème parce que tu gardes ta grossesse pendant 9 mois et puis tu mets au monde une fille, tu l'éduques et puis la société ce n'est pas les filles, ce n'est pas les filles seulement qui sont victimes. Il y a les garçons aussi qui sont victimes. De viol aujourd'hui. De viol aujourd'hui, de sodomisation aujourd'hui. Par exemple, dans les écoles, dans les communautés, ainsi de suite. Et sur les lieux de culte, là où on ne peut jamais imaginer que cela peut se passer. Mais finalement, la société va où? C'est ça ce qu'on va se demander, nous tous. Parce que nous, on fait ce qu'on peut. Monsieur Tometi, Madame Gadegbe disait tout à l'heure que c'est l'application des lois qui va permettre de prévenir la survenance de ces crimes-là. Êtes-vous du même avis? Non, pas totalement. L'application des lois permet beaucoup plus de réprimer. Parce qu'on dit généralement, c'est vrai, là, en termes de prévention, la peur du gendarme, comment dire, le début du commencement, émousse les ardeurs du délinquant. Mais généralement, le délinquant, en commettant son acte, c'est quoi? Soit il craint d'être pris et ne le fait pas, ou il est sûr de se tirer d'affaire, il le fait. Donc, en fait, il ne voit pas, en fait, quel nombre d'années je vais faire en prison. Il est sûr qu'on ne va pas le découvrir et il le fait. S'il a l'inquiétude, s'il a le moindre doute de ce qui va être pris, il ne le fera pas, en fait. Et de sorte que, pour moi, comment dire, la répression ne règle pas la chose. Parce que quand on dit répression, c'est dire il y a déjà une victime. Donc, il faut travailler beaucoup plus dans la prévention. Et comme je disais tantôt, la prévention passera beaucoup plus par la sensibilisation et l'éducation, mais aussi l'écoute active. J'ai entendu dire une fois que, par exemple, vous savez, nous sommes dans une société où il y a beaucoup d'interdits. Il y a beaucoup d'interdits faits de mutisme. Beaucoup de sujets tabous. La fille de 3 ans, de 4 ans commence à dire quelque chose qui semble normal. Elle dit, tais-toi là. On dit, tonton m'a touché, m'a fait tout. Qu'est-ce que tu dis là? Tais-toi très très vite. Il faut écouter l'enfant. Il faut apprendre à écouter, avoir la patience d'écouter les enfants. Je me demande même si dans les écoles, notamment primaire, secondaire, premier cycle, il ne faut pas faire des mécanismes d'accompagnement où il y a des gens qui mettent généralement les filles, qui sont les grandes victimes, en confiance et essaient d'échanger avec eux, de discuter. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Comment ça se passe? Quels sont les problèmes que vous avez? Là, on pourrait découvrir beaucoup de choses. Parce que ce qui est plus grave, en fait, qui se passe, l'acte se commet une fois, d'accord? Et se perpétue sur la même personne. Et elle n'a pas un répondant. Elle n'a personne à qui pouvoir parler parce que personne ne la met en confiance. Parce que généralement même, le bourreau lui fait peur, dit si tu le dis, je vais te faire ci, je vais te faire ça. Et donc, tout ça fait que la victime ne peut pas, parce qu'elle n'ayant pas toute la clairvoyance. Donc, je me demande, est-ce qu'il ne peut pas avoir de ces mesures d'accompagnement qui permettent d'écoute des enfants, notamment filles, s'il ne peut pas avoir peut-être les centres sociaux, peut-être se déplacer dans les communautés, dans les écoles, dans les établissements pour notamment observer le comportement des filles, les approcher, les écouter, approcher leurs parents, ainsi de suite. Pour les cas généralement dans les familles, l'essentiel pour moi, c'est de travailler à ce que les parents soient quotidiennement et continuellement gardiens de leurs enfants, notamment filles. Il ne faut pas laisser les enfants à la portée de n'importe qui. Il y a même des cas plus graves, en fait. Il y a un qu'on a noté juste la dernière fois, un zème qui a pris une fille devant, la maman est derrière, comme on fait transporter, mais en étant devant l'enfant de 3 ans, le zème est en train de le... Il conduit avec une main, un doigt, et il prend son doigt pour toucher les parties intérieures, en conduisant. Et la fille, à un moment donné, fait des grimaces. C'est une autre dame à côté qui a remarqué le geste. On a fait arrêter. On a constaté que tout son parti interne était sale parce que la même était sale, poussière. Donc, toutes les occasions sont bonnes pour les bourreaux. C'est pour ça qu'on se demande finalement, est-ce que ce n'est pas une addition? Plus devant Zem, alors. Voilà que tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter un véhicule. Parce que les cas sont légion. Et c'est pourquoi il faut aussi communiquer suffisamment, en fait, sur tous les cas possibles pour permettre aux parents d'être aux aguets, de prendre les meilleures dispositions pour protéger leur d'ouvrir les yeux comme dirait l'autre. Madame la psychologue, Madame Cloton, on revient à vous. Dites-nous déjà, on a parlé un peu on a étudié un peu le violeur avec vous, mais au niveau de la victime, la petite fille de 4 ans, de 3 ans qui se fait violer, et n'en parlons plus, celle qui a 14 ans et autres, quelles sont les conséquences
sanitaire et également sur le développement de ces victimes-là? Bon, avant de répondre à cette question, je dirais ceci. Je voudrais dire à Mme Gedegbe que les actions ne sont pas vaines. D'accord. La recrudescence dont nous parlons, moi je ne saurais dire que c'est réellement une recrudescence puisque nous n'avions jamais eu réellement des statistiques qui renseignent réellement sur une probable recrudescence de la chose. Je dirais plutôt que ce sont les sensibilisations aussi qui sont en train de porter leurs fruits. Et donc, c'est beaucoup plus peut-être les nombres de plaintes qui ont augmenté. Parce que ces situations ont toujours eu cours dans toutes nos sociétés, que ce soit dans le milieu familial, dans le milieu professionnel. Mais personne nous aide réellement dit parce qu'on ne voulait pas jeter de discrédit sur la famille. Et ça se gère toujours dans le sein familial. On dit non, laissez tomber, on va gérer, on va gérer. C'est bien que les victimes sont muées dans le silence. Vous comprenez? Donc, parler de recrudescence, moi, je dirais aussi que c'est beaucoup plus les langues aujourd'hui qui se délient. Madame Claude, oui. Mais quand on finit de dire ça, quelles sont les solutions? Les solutions, c'est déjà ce que-là. Ça passe d'abord par la prise en charge. Les préventions plutôt. Les préventions. D'abord au niveau de la famille. Le premier lieu de sécurité de l'enfant, c'est d'abord sa famille. Oui. C'est l'endroit où l'enfant est censé se sentir réellement protégé. Oui. Donc, pour ce faire, il faut déjà que les membres de la famille puissent lever déjà les tabous et sensibiliser les enfants. Il n'y a plus de tabous aujourd'hui. Les enfants regardent la télé tout le temps. Parfois, ils sont même plus informés que nous-mêmes parents, on ne l'imagine. Voilà, ils sont même plus informés. Donc, il faut déjà trouver le langage adapté à l'âge de l'enfant, le sensibiliser sur ses parties intimes, ses zones érogènes. Ça, personne ne doit te toucher. Tu vois, ici, c'est pour toi uniquement. Et si la main de quelqu'un va là, il faut tapoter, il faut avertir. Si quelqu'un te fait, je sais pas, telle ou telle autre attitude avec toi, il faut savoir que ce n'est pas une bonne personne. Il faut tout de suite... Et les menaces, il faut sensibiliser les enfants sur les menaces éventuelles. Nous confions généralement les enfants à même des inconnus parce qu'on a des exigences professionnelles. Tout à fait. On dit, va chercher mon enfant à l'école. Bon, l'enfant va passer le midi avec toi, le temps que je reviens du service. Pendant ce temps, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe. C'est nous-mêmes qui nous livrons les enfants. Nous livrons justement les enfants. Nous livrons, mais quand vous livrez les enfants, soyez à leur écoute. Quand vous rentrez le soir, demandez à votre enfant, comment s'est passée ta journée? Tu es resté avec telle personne aujourd'hui, comment ça a été? Il a été gentil, et ses enfants, sa femme. Posez de petites questions, des questions aux enfants. Et si la maman ou le papa revient à la maison déjà, l'heure à laquelle l'enfant dort déjà, quelle discussion il pourrait y avoir, voilà encore tout ça. Mais je veux bien que vous nous parliez des conséquences là. Vous devez savoir observer votre enfant. C'est vrai que les enfants ils gardent beaucoup plus le silence par rapport à de tels actes. Ils n'arrivent pas à s'ouvrir aussi facilement que les adultes. Mais si vous savez comment aborder votre enfant, il le fera à coup sûr. Si vous avez l'habitude de sensibiliser l'enfant, je vous assure, lorsque quelqu'un aura un geste déplacé, même un seul bisou sur la bouche, sensibiliser l'enfant. Si quelqu'un te fait un bisou sur la bouche, ce n'est pas bon. Donc, de petits mots pour avertir l'enfant du danger. Ils sont des proies faciles. D'accord. Et maintenant, venons aux conséquences. Aux conséquences, vraiment. Sur la victime et son développement sociétal, je dirais, ou social. Les conséquences sont énormes. Les conséquences sont énormes. Nous avons... Et ça dépend aussi des degrés. Ça dépend des degrés de... Comment dire, de l'atteinte. Vous savez, en fonction
nous pouvons même dire que nous avons stratifié les conséquences. Oui. Et les ranger par catégorie en fonction des facteurs tels que la répétition de l'acte. Oui. Est-ce que c'est un geste que l'enfant a subi pendant une longue durée? Vous comprenez, est-ce que c'est un traumatisme secondaire que l'enfant a subi? Vous parlez de la fréquence. La fréquence, vous voyez. Il y a aussi la proximité de l'enfant par rapport au violeur. Oui. Si c'est quelqu'un de très familier, convenez avec moi que la désillusion, comment dire, l'enfant va se sentir hautement trahi. Ouais. Donc, l'atteinte sera beaucoup plus considérable aussi. Et il y a également, est-ce qu'il y a eu réalisation d'une pénétration? Est-ce qu'il y a eu une pénétration effective? Est-ce qu'il y a eu des lésions? Tout ça, là, va renforcer le degré du traumatisme chez l'enfant. Chez la victime. Chez la victime. Donc, nous pouvons enregistrer des troubles anxieux chez la victime. Ça peut aller à une dépression. La personne peut être sujet à une dépression. Nous pouvons même avoir des troubles de la personnalité chez l'intéressé. Même avec des conduites sexuelles inappropriées. Madame Clotué, oui. La télévision restait demeure une question de temps. Nous allons clôturer ce débat matinal en 30 secondes. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour finir? Je veux dire à tout le monde de redoubler de vigilance par rapport à la protection des enfants. Le violeur n'est pas forcément quelqu'un qui vient de loin. Quel que soit celui que vous pouvez recevoir un ami chez vous. Ouais. Faites attention à vos enfants. D'accord. C'est tout ce que... Il faut que les mères soient attentives à leurs enfants. Merci, Madame Clotué. Les mères et les pères aussi. Et les pères. Disons les parents. Disons les parents. Non, attention, même l'entourage. Ne soyons pas des témoins passifs. D'accord. Voilà. Madame Clotué, on vous aura compris. Merci à vous. On vous souhaite une excellente suite de journée. Monsieur Tometi, si vous devriez clôturer cet entretien, ce débat, que diriez-vous? Je dirais simplement d'accompagner les pouvoirs publics qui ont montré toute leur bonne volonté à venir à bout de ce mal. Donc, vous, la volonté politique hier? La volonté politique hier, avec toutes les initiatives que nous avons. Il reste maintenant l'accompagnement individuel que tous les citoyens doivent avoir, comme je l'ai dit tantôt, en termes d'éducation, de sensibilisation. L'autre chose à ajouter, chaque fois qu'une infraction de viol sur mineur est réprimée, il faut aussi communiquer autour dans la communauté. Ça servira certainement aussi des hommes d'apprendre que telle personne a écopé de 20 ans pour avoir violé un mineur, pour avoir fait une pénétration comment dire, sans constatement. Il faut publier, parce que là, il n'y a plus de respect de vie privée ou quoi que ce soit, puisque vous êtes adonné à un crime en réalité. À un crime, parce que la publication, en ce moment-là, ça préserve l'intérêt général. Et quand l'intérêt général est en but comment dire, aux libertés individuelles, l'intérêt général prime dans tous les cas. Merci à vous. Madame Gedebé, pour terminer, qu'est-ce qui manque, moi je dirais, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour une lutte efficace contre les viols sur mineurs? Au niveau de la prévention, je continue de dire de mettre en application les lois. Et je dirais aussi... Pourquoi vous le dites? Les lois ne sont pas mises en application? Je le dis pourquoi. Oui. Quand dans une communauté, une fille est souvent vue, ah Dieu est belle, on la tapote, on tient son sein, on fait ceci, c'est le début. C'est le commencement de harcèlement, ça. C'est ma chérie, hein. C'est le commencement, ça. Et il faut que ça, là, commence par être puni. Ah, d'accord. Il faut que ça commence par être puni. J'ai vécu des cas, bon, je vais... Mais il ne peut pas y avoir de punition s'il n'y a pas de plainte. Je vais vous en... Oui, justement, je vais continuer alors. Et il y a plainte de ça. Le commissaire de police dit, mais il n'est pas encore... Il t'a encore rien dit. Il ne t'a encore rien fait. Dans ce cas, il faut porter plainte contre le commissaire de police aussi. Lui-même, il est injusticiable. Voilà le problème. Commissaire de police est justiciable, mesdames, messieurs. Ne vous laissez pas intimider par un agent de police. C'est ça, voilà le problème. Les agents de la police républicaine sont des justiciables. Je continue. S'ils font mal, il faut prononcer, il faut porter
porté plainte contre eux. Je continue. De la même façon. Oui. Au niveau de... Mais la tentative est réprimée de la même manière. Voilà. La tentative, c'est la prévention. C'est la prévention. Voilà. Tout ça, là, c'est la prévention. Ok, on aura compris. Je crois que... Je n'ai même pas fini avec vous. Malheureusement, notre chef d'édition dit non. On aura l'occasion quand même. On aura d'autres occasions. Voilà, d'accord. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, vous avez compris un peu la gravité de la situation dans notre pays. Les viols à répétition, des viols qui se multiplient sur toute l'étendue du territoire. Si vous êtes citoyen béninois, si vous vivez au Bénin, que vous êtes au parfum de ces choses-là, il faut dénoncer. Si vous allez dans un commissariat et qu'on essaie d'étouffer l'affaire, quittez ce commissariat, dénoncez le commissaire et tous ses collaborateurs. Faites en sorte que votre voix soit entendue pour que la vie de nos frères, la vie de nos sœurs, la vie de nos enfants soit préservée. C'est aussi notre rôle en tant que... directement au tribunal. Voilà. On n'est pas obligé de passer par un commissariat. Merci. Même le commissariat assis, ce n'est pas déjà qu'un appel d'un homme politique déjà venu Il faut dénoncer cet homme politique que c'est un parent à moi, s'il vous plaît. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. On prend une pause, on vous revient. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Mesdames, Messieurs, nous restons chez nos parents, les Côte-à-Fond dans Us et Coutumes, pour parler ce matin de l'importance du fleuve Mono dans la réalisation des rituels en milieu Côte-à-Fond. Le fleuve Mono, cette ressource naturelle que Dieu nous a donnée dans la commune d'Atibé, est une forte chance pour nous. Sur le plan religieux, vous savez, l'eau joue beaucoup de rôle dans nos diverses pratiques. Si nous avons des cérémonies à faire, souvent on a besoin de l'eau du fleuve Mono. D'ailleurs, c'est une eau qui coule. Et l'eau qui coule a une signification. Alors, je disais tantôt que c'est une forte chance que nous avons à Timé. Nous, dans notre tradition, lorsque quelqu'un est malade, ou bien il a un problème spirituel, et il faut le purifier, il faut aller au bord du fleuve Mono, faire les cérémonies qu'il faut, les cérémonies nécessaires, et maintenant, vous faites le bain. Vous lavez l'intéressé dans le fleuve, dans le lit, et en même temps, au fur et à mesure que vous le lavez, lorsque le fleuve coule, ça signifie que tous les mauvais esprits qui sont derrière lui, qui l'embêtent depuis la nuit des temps, tout est parti. Et vous savez, l'eau du fleuve Mono est vraiment une eau fraîche. Et de façon psychologique en même temps, l'intéressé se retrouve. Et voilà. Nous avons des interdits qui sont vraiment propres à ces eaux que nous disposons, surtout le fleuve Mono dans la commune d'Atibé. Il y a des jours où il ne faut pas aller. Il y a, si la femme est en période, elle trouve ses menstrues, elle ne devrait pas aller se doucher dedans. Mais aujourd'hui, les gens ont bafoué tout ça là. Même on ne devrait pas aller laver les marmites noires dans le fleuve Mono. Et même faire la lessive dedans. Mais les gens pensent que bon, avec tout ce qu'on racontait, c'est des histoires et que Jésus-Christ est venu tout abolir. Non, je dis non. Donc voilà. Je m'en vais dire à toute la communauté traditionnelle
de toujours considérer tout ce que nous avons comme ressources naturelles, surtout nos eaux de surface et surtout en particulier le fleuve Mono, parce que Dieu seul sait pourquoi c'est créé de cette façon et ce que ça doit faire dans la vie de nous, êtres humains. On le sait parce que nos grands-parents qui n'ont pas connu la pratique des religions importées et ont vraiment respecté les totems, les interdits liés à ces eaux. Et ils ont vraiment vécu de façon très paisible. Aujourd'hui, avec le non-respect de ces mesures pour la sauvegarde de ces écosystèmes, ça fait qu'on ne trouve plus de poissons dedans comme avant. Et donc, respectons la nature et puis on sera vraiment à l'aise. Les interdits relatifs au fleuve Mono et surtout relativement, je vais dire, en milieu côte à fond, voilà, vous avez compris, hein, tout ceci, moi je pense que ces interdits permettent une sorte de lutte pour préserver l'environnement, parce que quand on dit qu'il ne faut pas aller laver des objets sales dans le fleuve, il ne faut pas encombrer le fleuve et tout ça, c'est une manière pour nos ancêtres déjà en leur temps de garder en l'état l'environnement qui nous donne la vie. Tout à fait, tout à fait. Même si notre intervenant, il est beaucoup plus dans les aspects de rituel, c'est comme s'il y a des totems. Oui, il y a des totems. Aujourd'hui que nous ne respectons plus, en tout cas les riverains de ce fleuve-là ne respectent plus. La nature a horreur du non-respect des interdits, comme on le dit. Et quel que soit le degré de modernisation, de civilisation, mesdames et messieurs, la tradition reste, la tradition demeure. Ah oui, hein? Ah oui. Nos us et coutumes, ça reste. Et c'est sans commentaire. C'est sans commentaire, voilà. Mesdames, messieurs, ce qui va être sans commentaire, c'est le passage à capture de ce matin. Ça va être juste après le jingle. Capture matinale avec la complicité de la réalisation, on va découvrir en même temps. Voilà. Avec ça, elle cherche mariage. Oui. Elle a la bouteille. Elle, il va dire ah non. À première vue, on ne se rend pas compte de ce qu'il y a. Non, non, non. Mais le rédacteur va nous aider à bien regarder. Tu vas le regarder, la réaction de l'homme. L'homme a croisé les bras et il regarde. Ça le dépasse. Hein? Regarde comment la dame c'est à croire qu'elle va avaler la bouteille. Alors elle met la bouteille, elle enlève, ça dit que c'est sans la participation des mains. En fait, c'est une habituée. C'est une habituée. Dès qu'elle envoie ça comme ça, je suppose que la bouteille va revenir vide. Parce que à cette allure-là, vous imaginez, vous sortez avec une femme qui... de quelqu'un, hein? Vous sortez avec une femme qui boit comme ça. Regardez comment le gars au fond la regarde. Le gars se dit, oui, ça, le gars va être dépassé. Il y avait ça. Non, honnêtement... Moi, je suis étonnée. Si vous, déjà, vous êtes étonné. Je ne comprends pas, en fait. C'est quel style, ça? Si vous êtes étonné, vous êtes sûr qu'un homme... Enfin, je ne vais pas... Peut-être qu'elle est en joie ce jour-là. Mais quelle joie peut amener quelqu'un à boire de cette façon? Elle peut même se créer des problèmes de santé. Effectivement. Ah ben oui. Effectivement. Elle peut se créer des problèmes de santé. Imaginez qu'en voulant respirer, ou bien je ne sais pas quoi, la boisson ne prend pas d'autres chemins. C'est tout simplement notre problème. Il y a un problème. Elle se crée. Le monsieur et c'est une femme, hein? Bon. Et c'est une femme. C'est vrai que ça ne veut pas dire forcément que c'est une femme de mœurs légères, non. Et voilà. Allons étudier les conditions dans lesquelles cette image a été prise, cette action a été posée. Mais quelles pourraient être les circonstances qui vont justifier ça? Bon, la joie... elle est free pour un instant de bonheur. Oui, elle s'en fiche. Bon, c'est vrai, l'émotion était vive. Oui. Sauf que
le regard de ce monsieur-là est le regard de tous les hommes sur elle. Je suis à 80, comme le dirait quelle que soit ses raisons. Notre ancien chef de division, monsieur Adjé, oui. À 95%, je suis sûr qu'aucun homme ne sera d'accord. C'est terrible, ça fait peur. Avec ça fait peur à l'homme. Madame, quand vous sortez, faites les choses avec classe. Ne se prenez pas, quel que soit le degré de la joie. Oui, c'est vrai, on manifeste sa joie, on n'arrive pas à se contrôler, mais ce n'est pas une raison pour transformer la bouteille en entonnoir. Ah ben oui. Donc, si elle est candidate au mariage, elle va composer beaucoup d'épreuves. Je suis sûr qu'elle va passer beaucoup d'examens. Je suis étonnée, mais bon. N'est-ce pas? Bon, je suis sûr que nos téléspectatrices ne pourront pas faire ça. Ce sont des gens Parce que si c'est une femme, ou même si ce n'est pas, si c'est une femme célibataire, une femme qui a d'enfants, et que sa fille ou son fils tombe sur ça... Elle ne donne pas un bon exemple à ses enfants. Pas du tout. Même à l'entourage, là, elle ne donne pas du tout un bon exemple. Mais écoutez, il y en a comme ça dans la ville. Non, attention. Peut-être qu'elles sont entre filles, là, et puis elles... Entre filles? Bon, je ne sais pas. Bon. En fait, moi, je cherche les raisons. Qu'est-ce qui peut conduire une femme à faire ça? Rien ne peut expliquer ça. Ben ouais, elle a même bon, la tête a même le poids de supporter toute une bouteille de bière. Bien sûr, sans les mains, sans le soutien des mains. Allez, mesdames, messieurs, vous comprenez, c'est notre façon de dire, il faut faire attention, même quand vous êtes en joie. Il faut voilà, un peu de décence. C'est le mot, ça. Un peu de décence. Il faut savoir se contenir. Il faut avoir de la retenue et de la tenue. Oui. De la retenue et de la tenue. Et de la tenue. C'est très important parce que, non, quand même, vous portez quand même un nom de famille. Hein. Le prénom vous appartient. Mais le nom de famille nous appartient à nous tous. Il ne faut pas venir mettre la hausse sur nous ici, là. Allez, mesdames, messieurs, voilà, ça va être comme ça ce matin. On va passer à Instant Écho dans quelques secondes. Au petit déjeuner comme au goûter, lorsque ça bouillit, vous est servi avec un filet de lait et des arachides grillés autour, ça fait bien l'affaire. Ou bien quand vous décidez de délayer ça avec des glaçons. Oui, ça fait aussi bien l'affaire. On dirait que ça passe. En tout cas, on est en train de mettre l'eau à la bouche à notre téléspectateur. On va parler du tapioca ce matin. Effectivement, on parle du tapioca aujourd'hui. Il faut dire que le tapioca est obtenu par les méthodes, c'est déjà la transformation du manioc. Oui. Le tapioca vient du manioc. Oui, le tapioca vient du manioc. Et précisément de la racine du manioc qui pousse principalement dans nos régions ici au Bénin, également en Afrique et en général. La racine ou bien les tubercules? Bon, la racine de manioc. Oui, c'est pareil. C'est pareil, voilà. Voilà. Et puis donc, la production de l'amidon de manioc, c'est ce qui donne le tapioca. C'est ça en fait le tapioca. Quand on veut faire le gari, il y a le gari, ce qui sert à faire le gari à part. L'amidon obtenu à partir de ça, c'est ça qu'on récupère. En tapioca. En tapioca. Et il faut dire que là, c'est un peu compliqué. Hein? C'est un peu compliqué et très coûteuse, la transformation du manioc en tapioca. Et il faut dire que pour 1 kilo de tapioca, il faut environ 4 à 5 kilos de tubercules. Voilà ce dont je parlais. Trop joli. Alors là, surtout les hommes adorent tellement ça. J'avoue que je ne sais pourquoi, mais franchement, ça passe. C'est parce que c'est bien fait et ça marche bien. Mais il faut quand même dire qu'aujourd'hui, on a décidé d'en parler. Pourquoi? Beaucoup décident d'entrer dans la production agroalimentaire, la transformation. Mais si vous allez gagner en faisant de la production du tapioca, c'est qu'il faut chercher à l'industrialiser. La production artisanale est très difficile et assez coûteuse. Alors que vous en sortirez perdant. Parce que à peine heureusement que maintenant le bol de tapioca à la bouillie se vend au moins à partir de 100 francs. Sinon avant c'est 25 francs, 50 francs. Vu le du labeur qu'il y a eu déjà derrière, on se dit que ce n'est pas assez rentable. Mais moi je pense que si quelqu'un veut se mettre dans ce business, pourquoi ne pas s'associer à des producteurs de gari?
Les producteurs de gari ne sont pas forcément des producteurs de tapioca. De tapioca, tout à fait. On peut diviser ça en sous-branches. Oui, effectivement. Et là, vous faites le gari. Et on voit même malheureusement l'amidon par terre, au sol, en train de couler. Voilà, c'est un jet. Oui. Et si on en fait un domaine d'activité stratégique, on pourrait alors trouver, disons, quelqu'un qui prend ça en charge. Et puis, lui ne fait que de l'amidon, de tapioca. Effectivement. Et ça, là, ça vous réduit un peu également les coûts. Voilà. Les coûts de la production, parce que là, il faut aller remettre le gari à quelqu'un d'autre, ainsi de suite. Mais ce que nous conseillons ici, c'est compliqué, c'est difficile, mais c'est rentable sur le long terme. L'industrialisation. Voilà, la production industrielle de tapioca. Oui, c'est rentable à long terme. Sinon, la transformation artisanale est compliquée. Mais beaucoup aujourd'hui préfèrent même laisser la version bouillie et faire du tapioca un peu comme amuse-bouche. Oui, amuse-bouche. En période de fête, ça coule beaucoup. En période de fête, ça coule beaucoup. Et c'est même plus rentable que la version, vendre la bouillie et puis associer au lait. Donc, c'est ce que nous avons voulu proposer aujourd'hui aux gens. Beaucoup ne pensent tel qu'on a la transformation de l'ananas en jus. On n'a pas souvent ça. Ces femmes-là sont même rares aujourd'hui dans la société qui vendent la bouillie de tapioca. Elles sont rares. Absolument. Mais c'est quand même rentable si on investit dans son industrialisation. C'est vous qui avez raison d'avoir donné ce tuyau à quelqu'un ce matin, Madame Danonde. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et donc, Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, le business du tapioca, c'est un terrain sur lequel vous pouvez vous aventurer si éventuellement le cœur vous dit d'avoir une seconde, troisième, quatrième, cinquième corde à votre arc. De toutes les façons, le marché existe et ce ne serait pas une perte pour vous que d'essayer. Ce que nous allons faire, c'est de retrouver Sagoran Danialou dans le clip du jour et ça va être... mais avant, on va faire un peu d'humour. Eh oui. On retrouve le tableau 2 de l'humour. On va rire un peu avant de retrouver la piste de danse. Allez, avant la piste de danse, voici l'humour. Je ne comprends même pas les Béninois, quoi. Ils n'ont plus rien à faire. Mais c'est le pays qui est comme ça. C'est-à-dire, tu prends à Bondéo, à WhatsApp, et groupe WhatsApp. Depuis que les choses sont devenues compliquées là, comme on a dit que si quelqu'un parle mal dans le pays, on va le coffrer. Les gens passent leur temps maintenant à saluer à Wabo et ton frère avec moi. Qui ça? Avec moi, c'est devenu une maladie pour lui. Et pour lui, ils sont endormis. La dernière fois, moi, je l'ai vu, je dis pendant plus de 45 minutes sur le chemin, il a passé son temps à dire mais tu l'as encore là, quoi, mais tu l'as bon collègue, quoi, non, même avant qu'il y ait des gens, tout à l'heure, tu vas le voir. Ah bon? Il y a un bon fils ou pas? Bon, c'est ça là, à longueur de journée, c'est ça. Bon. Et alors? Et on doit mettre la base à lui. Et ça, Nous mettons la base à non, mais c'est ça. Oui. Oui, nous devons mettre Massicon, mais des Wado Tabado, mais bon, Massicon, nous devons mettre au background. Je ne peux pas entendre. Nous devons mettre la base à lui, mais la base à lui, dans mes coups de sens. Et on connaît quoi? Viens. Viens. Faut viens. Tu es mon grand frère, mais il faut venir. Oui, bêta mais deux bonnes milliers. Nous devons mettre le coup de modèle, nous devons mettre le bêta. Le va deux bonnes. Ah ouais, donne. Attends, ben mets ça moi. Nous on n'a pas d'Android. Groupe média. Mais t'es d'autres à Kavi. Ah oui, il y a ni l'eau. Et tu pas, non faut pas dire. Oui, il y a l'eau. Mais des marques bêta média. Groupe média. Il faut rester dans le bêta. Donne-nous le bêta, mais nous devons mettre le groupe en média. Sagoran Danialou s'annonce et puis il va être l'escalier par lequel nous allons prendre pour amorcer la descente de ce numéro de Nopiden. Le titre, très incorrect.
Jojo akwelenu amaza mudu mekuje hodoji godo koko no tabe anabasina tono ozalo tono mekuje tantondi godo blewe no tabe menyea mambe ni manusia ola mambe ni manusia ola Soche me home, bosi aí, botra foto janti, o bebe dire, faut pas que l'on se dise pour faire mi wene. Aka soche awe de fono, nye sono o jeji, nye nando o jebo, no no. Nenye mambe, nye maumona. Mais vous avez promis qu'on doit danser. Allez, non, on remet le son, remettez le son, remettez le son. On y va. Allez, mesdames, messieurs, vous avez compris, hein? C'est le duo de choc, n'est-ce pas, mesdames? Bien sûr que je suis sérieux. Mais voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de nos Pindènes, Alain. Oui, c'est vous qui avez raison. Un grand moment de télévision avec vous, Madame Danonde. Ça a été un plaisir de l'avoir partagé avec vous. Merci beaucoup. On se retrouve prochainement. Oui, oui, oui. Toujours avec le même plaisir. Tout à fait.